Bonjour Arnaud. Bonjour Hélène. Alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation à ce micro. Merci de m'accueillir dans ton atelier. Donc là, on est en plein cœur des Cévennes, un peu au milieu des bois. Et ça tombe bien parce que tout ton travail d'artisan d'art, d'ébéniste, de menuisier en siège, tu vas nous expliquer ce que c'est exactement, dont on va parler, a pris naissance dans cette merveilleuse région. Tu as fondé, toi, Atelier Chattersen, qui est aussi une maison d'édition. Tu dessines tes meubles, mais aussi tu collabores avec des designers, des décorateurs, des artisans pour réaliser alors, tout un tas de choses merveilleuses, des fauteuils, des chaises, des bancs, donc plein d'assises, mais aussi des luminaires, des tables, des consoles, etc. Moi, j'ai découvert ton travail grâce à François Champsor, qui avait posté en fait des photos de son potager là qu'il a dans son cabanon à Marseille, et donc il t'avait tagué parce que je crois que tu avais fait ce C'est plessis. Plessis, ouais, Ouais. ouais. Tu peux nous dire rapidement ce que c'est Alors les Plessis, c'est des clôtures qui servaient initialement dans les jardins médiévaux pour faire des. Il y avait 4 jardins dans lesquels il y avait le potager où on faisait les légumes, les fleurs, le jardin de Marie. Il y avait les plantes aromatiques et les plantes médicinales et on se servait de ces clôtures pour rehausser le niveau de la terre, pour à la fois mettre les cultures hors d'état d'être gênées par les animaux et en même temps pour être rehaussé pour pouvoir cultiver plus facilement. Ok. Ouais. Voilà, donc du coup, il avait tagué ton compte, tu vois, sur en D'accord. story ou je sais plus, donc j'ai découvert tout ton travail. Et en fait, peu de temps après, vous avez collaboré, on en reparlera tout à l'heure. Donc François Champsor, pour celles et ceux que ça intéresse, on avait fait un épisode avec lui, c'était le numéro 54, qui est encore l'un des plus écoutés aujourd'hui, je crois, d'épisodes du podcast. Il était aussi venu à l'exposition Frugal en septembre 2020 à Paris pour parler avec Audrey Guimard de ces nouvelles esthétiques qui étaient induites par l'utilisation en tant que décorateur, architecte d'intérieur, etc., de matériaux à l'extraction soutenable. Donc je vous remets les deux liens de ces épisodes dans les notes de cet épisode-là avec toi, Arnaud. Et en découvrant ton univers, ça m'a pas étonné que vous soyez bien entendu avec François et que vous vous retrouviez sur des projets. Tu as comme lui un engagement très fort pour les sujets qui touchent la préservation du vivant, enfin voilà, de manière générale, un peu de ces sujets de la vie sur Terre, en fait, la vie humaine et non humaine, avec les dégâts en cascade que cause cette perte de biodiversité de nos territoires et en France aussi. Donc du coup, c'est comment on préserve un peu tout ça en continuant à créer de manière sans tout flinguer. Et la grande particularité esthétique un peu d'Atelier Chatterson, c'est que depuis le début de ton aventure, toi, tu as de cesse de travailler avec des brins un peu de châtaignier, en tout cas des jeunes arbres de châtaignier, très très jeunes, qui sont bruts. En fait, tu n'écosses pas du coup le bois que tu travailles. C'est un savoir-faire assez ancien, je crois, un peu, enfin, on en retrouve pas mal dans le Limousin. Et je crois qu'en fait aussi, un peu au même moment de l'histoire, dans différents endroits du monde, les gens se sont mis un peu à travailler cette matière. C'était au début des années 1900, c'est ça, aux États-Unis, en Asie, en Europe. Au milieu du 19e siècle, je pense, Ok. plus précisément, il y a effectivement une utilisation un peu sur les mêmes savoir-faire avec des matériaux naturels aux 4 coins du monde, un petit peu. Aux États-Unis, c'est les pionniers américains sur leur avancée dans le Far West. Mhm. En Europe, c'était le châtaignier, notamment en France. Et après, il y a les travaux en Asie sur le rotin et le bambou. Voilà, ouais. Et donc du coup, enfin voilà, toi tu aujourd'hui travailles le châtaignier et c'est très très beau. On mettra des photos évidemment sur Instagram. Bon, je termine cette introduction beaucoup trop longue. On va entrer avec toi Arnaud dans ton univers, dans ton approche qui est globale en fait, de la forêt à l'ouvrage. Pour débuter cette conversation, est-ce que tu peux nous raconter comment la rencontre avec la forêt des Cévennes te donne envie de changer de vie, de te lancer à cœur ouvert dans cette aventure avec Atelier Chatterson? Alors au départ, j'avais le souhait de vivre dans la forêt, de la forêt. Donc j'ai cherché une activité qui soit ancrée dans le paysage autour de moi, qui soit en lien direct avec le territoire cévenol. Et donc naturellement, je suis venu à m'intéresser au châtaignier, parce que le châtaignier est partout ici dans les Cévennes, il est partout en France, mais spécifiquement dans les Cévennes, il est très présent. Et ce châtaignier était bien souvent abandonné, pas utilisé ou très peu utilisé, sous-employé en tout cas. Et malgré tout, il présente des caractéristiques très intéressantes en tant que bois, des caractéristiques mécaniques et des caractéristiques écologiques, quoi. Et pourquoi est-ce que du coup le travail et l'utilisation de ce châtaignier avait un peu perdu de sa force, de sa vigueur?
Alors le châtaignier il a été planté initialement dans les Cévennes pour la châtaigne, pour produire des fruits, pour nourrir les Cévenols. Et en fait, avec l'exode rural, le fait qu'on n'ait plus entretenu les arbres, la forêt a été abandonnée et la culture du châtaignier a été oubliée. La proximité de régions comme Bordeaux pour le Limousin et du Cognac a permis de conserver des savoir-faire là-bas, dans ces régions, parce qu'il y avait une utilisation du châtaignier pour les barriques, pour les tonneaux, ce qui n'a pas été le cas dans les Cévennes. Du coup, le châtaignier a été moins utilisé dans les Cévennes que dans d'autres régions de France. Parce que les gens l'utilisaient moins pour manger, parce que du coup, on s'est développé et Voilà, on n'utilisait plus la châtaigne pour manger, et du coup, on n'a pas utilisé pour autant le bois, parce que le bois, il n'y avait pas de culture du bois dans les Cévennes, il y a une culture de la châtaigne. Ok. Et donc du coup, toi, tu arrives ici, parce qu'en fait, on peut le dire peut-être, mais avant de te dire que tu allais vivre dans la forêt, tu avais une autre vie. Oui, j'ai commencé par suivre une formation en marketing. Et je suis ensuite venu dans les Cévennes pour faire mon service en tant qu'objecteur de conscience à l'époque. Et du coup, je m'y suis installé pour construire mon projet de vie là dans la forêt. D'abord, j'ai suivi une formation de bûcheron pour rentrer en contact direct avec les arbres, connaître la forêt. Et ensuite, j'ai créé mon activité au travers d'une association d'abord, de transformation du bois de châtaignier sous l'impulsion d'un directeur de la coopérative de la forêt privée qui m'a donné le lien vers les savoir-faire des artisans du Limousin. Oui, parce qu'en fait, tu connaissais pas vraiment les savoir-faire qui étaient... Tu n'avais pas de formation ni en ébénisterie, enfin classique en tout cas. Ouais. Tu avais un amour du bois, de cette matière. Et là, du coup, cette personne qui te fait rencontrer tout un univers esthétique autour de savoir-faire qui étaient là dans cette région et qui sont un peu en perdition. C'est ça, et qui était du coup tout à fait propice au développement d'une activité dans les Cévennes. Donc j'ai commencé par rentrer en contact avec la forêt, couper du bois, m'approprier cette matière première, aller à la rencontre d'artisans pour m'approprier les savoir-faire autour du châtaignier. Et de fil en aiguille, j'ai répondu à mes premiers projets et fait mes premières réalisations. Et voilà. Et en fait, au tout début, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que finalement, tu travailles les brins qui sont coupés à la suite de travaux un peu d'entretien de forêt, c'est ça? Enfin, je sais pas comment c'est ça. Alors, donc, dans un premier temps, moi, historiquement, j'ai commencé par faire les travaux d'amélioration de peuplement dans des jeunes taillis de châtaigniers où en fait il y avait les taillis de châtaigniers, c'est quoi? C'est les forêts les monocultures de châtaigniers. La taillis de châtaignier, c'est une forêt de châtaigniers où poussent uniquement des rejets. C'est des arbres qui ont été coupés et qui donnent naissance à d'autres jeunes arbres. Ouais, alors ça c'est important parce que tu me l'expliquais tout à l'heure quand on était dehors, mais donc c'est avant, du coup il y avait des châtaigniers qui étaient très très gros. Voilà, avant, dans les Cévennes, on cultivait le châtaignier pour le fruit, donc c'était des vergers avec des gros arbres qui étaient multicentenaires, qui ont été coupés massivement dans les années 50 pour approvisionner la filière du tanin, pour extraire du tanin, pour le tanner les peaux. Et ces châtaigniers ayant été coupés, ils ont donné naissance à une forêt qui s'est régénérée naturellement seule de ces vieux arbres qui ont été coupés. Et cette forêt ensuite a été laissée livrée à elle-même en quelque sorte. Il y a très peu de travaux forestiers qui étaient réalisés dans ces forêts. Okay. Et donc c'est là où en fait la technique finalement que tu utilises et comment est-ce que toi aujourd'hui tu vas chercher ton bois, c'est que ce gros tronc qui a été coupé il y a très très longtemps a donné naissance à des pousses de petits châtaigniers. Et c'est ça qui est entretenu et qui est coupé régulièrement parce qu'en fait alors je te laisse expliquer parce que alors, voilà, c'est plutôt ton boulot. Le châtaignier, on dit du châtaignier qu'il a besoin d'une sylviculture dynamique, c'est-à-dire qu'il pousse très vite dans le jeune âge. Ouais. Et pour l'aider à pousser convenablement, il faut éclaircir les peuplements, c'est-à-dire couper les arbres en trop pour garder que les arbres d'avenir en fait. Et donc moi, mon travail au départ consiste en la sélection des arbres d'avenir, la coupe des arbres en trop, et dans ces arbres en trop, je récupère ma matière première. Ouais, donc tu t'es dit, ça va être ma matière et je vais commencer à faire du mobilier avec ça. C'est ça. Et alors, est-ce que rapidement, avant qu'on rentre dans le détail un peu esthétique de ton travail, puis qu'on parle de tout ça en détail, le bois de châtaignier, quelles est un peu ses caractéristiques pour nous, tu vois, complètement non sachant un peu là, sur les différentes espèces de bois, en quoi est-ce que c'est une espèce ou une variété qui est intéressante et qu'est-ce qui t'a intéressé à toi, tu vois, comment
Alors, le châtaignier a plusieurs caractéristiques intéressantes. D'abord, c'est un bois qui a des fibres longues, donc qui se fend bien, qui résiste bien à la torsion. C'est un bois qui est riche en tanins, donc qui résiste bien en extérieur. Et en extérieur, par rapport à tout ce qui va être insectes et tout ça, c'est par ça rapport aux insectes, et c'est un bois qui est imputrescible et qui résiste bien aux insectes. Donc imputrescible, imputrescible, c'est-à-dire qu'il résiste à la moisissure. Ok. Voilà. Et donc il va se conserver aussi bien. En fait, c'est une essence qui peut rentrer en concurrence avec le bois exotique en quelque sorte. C'est une des rares essences françaises à concurrencer les bois exotiques pour faire du mobilier d'extérieur, des terrasses, des choses comme ça. Ok, donc il est connu pour sa résistance. Ok. Et par ailleurs, l'autre caractéristique intéressante du châtaignier, c'est qu'en fait il est tellement diffusé partout en France qu'il y a des peuplements à grande échelle, et du coup on peut récupérer une matière première abondante, ce qui n'est pas le cas d'autres essences comme le robinier, faux acacia, ou ça qui a des caractéristiques assez similaires du châtaignier, mais il est beaucoup moins présent que le châtaignier. Du coup, pour en faire une activité, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas avoir autant de bois pour faire des ouvrages, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le robinet faux acacia, j'ai fait un épisode de frimer en balade sur cet arbre, donc voilà, je vous invite aussi à aller regarder un peu parce que c'est un arbre moi que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau. Et donc du coup, là pour rentrer un petit peu dans ton univers aussi esthétique, et comment finalement tu passes de ok je suis bûcheron à je vais monter un atelier et je vais faire du mobilier. Qu'est-ce qui se passe et comment tu t'es formé? Quelles ont été les rencontres qui ont été importantes, tu vois, et comment t'as cheminé un peu là-dedans? Alors la première rencontre, c'est effectivement ce directeur de la forêt privée, de la coopérative de la forêt privée de Lozère et du Gard, là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, ça a été la rencontre avec des artisans qui ont des savoir-faire spécifiques au châtaignier. Donc j'ai principalement 4 savoir-faire. Il y a le savoir-faire de vannier qui réalisait des vanneries d'usage, là, notamment pour le transport de la porcelaine ou pour faire des paniers, des choses comme ça. Il y a le savoir-faire de feuillardier qui fait les feuillards qui servent à cercler les tonneaux, qui servent à couvrir les feuillards métalliques pour les faire tourner. Okay. Et il y a le savoir-faire du cintrage à la vapeur, qui est historiquement lié à l'industrialisation du meuble dans l'Europe du milieu du 19e siècle aussi, avec les meubles tonnels là, qu'on connaît avec les chaises de bar, tout ça. Et le dernier savoir-faire, c'est les savoir-faire de chaisier, qui sont à la fois les assemblages par tenon et mortaise rond et toute la partie de confort des assises. Par quoi? Tenon et mortaise rond. C'est-à-dire, le tenon, c'est la partie mâle et la mortaise, c'est la partie femelle qui forment les assemblages de bois. Voilà. Et là, spécifiquement, les chaisiers travaillent des tenons et mortaises ronds et pas carrés, comme on trouve habituellement dans les ébénisteries classiques, traditionnelles. Et ces tenons et mortaises ronds sont très liés au savoir-faire des chaisiers, en fait, qui fabriquaient et restauraient les chaises dans les campagnes. Et qu'est-ce que ça apporte de plus versus le carré? Enfin, pourquoi est-ce que finalement on a dû développer un savoir-faire particulier pour les chaises? Parce que l'assise, on dit souvent que c'est le meuble le plus compliqué à faire. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que certainement les barreaux, c'était plus simple de faire des barreaux à l'origine avec des bois ronds qu'avec des bois carrés, parce que le savoir-faire de chaisier doit être très ancien. Oui, parce qu'en fait là, auditeurs, si vous n'avez pas vu le travail de Arnaud, comme tu utilises des brins, en tout cas ce bois de châtaignier sans l'écossais ni rien, on est sur du bois qui est rond. C'est ça, le bois, c'est des arbres en fait qui sont bruts, comme tombés de la forêt, auxquels je fais subir aucun traitement mécanique. Je fais un étuvage à la vapeur, mais il n'y a aucun traitement mécanique, il n'y a pas de sillage. C'est un peu chauffé. L'étuvage, voilà, c'est une chauffe à la vapeur, chauffé à la fois monter en température et apporter de l'eau sous forme de vapeur pour permettre aux fibres de se tordre et de se redresser. Et donc toi, ça te permet de les mettre bien droits après? Ça me permet dans un premier temps de les mettre bien droits, de les redresser et ensuite de les cintrer dans des gabarits ou en forme, les mettre en forme sur des ouvrages, sur des chaises. Ouais, ok. Et alors là, parce qu'on voyait dans ton atelier, quand tu les cintres et que tu les mets sous gabarit, c'est des formes en fait que tu fais pour forcer un peu le bois à se courber. Et ensuite, tu le laisses plusieurs jours. Enfin, comment ça se... Alors effectivement, le bois, d'abord, je le mets dans l'étuve, il chauffe, je le redresse et ensuite je le mets dans un gabarit pour pouvoir reproduire des formes similaires et du coup réaliser des ouvrages qui se ressemblent un petit peu les uns les autres, faire des petites séries. Et ensuite, donc, ces bois ils sont laissés figés dans les gabarits pendant 3 à 5 jours.
D'accord. pour que il y a un petit peu de retrait, mais on dit du châtaignier qu'il n'a pas de mémoire de forme, c'est-à-dire qu'il va garder la forme qu'il avait dans le gabarit et du coup pouvoir prendre des formes contrôlées, maîtrisées au départ, quoi. Et donc là, il est suffisamment souple, mais en même temps robuste, parce que là, donc tu es assis sur un fauteuil qui est quand même vachement courbé, enfin le dossier. Et donc ça casse pas, enfin c'est un bois qui casse peu, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'utilisait principalement pour faire la vannerie, pour des choses comme ça. C'est que c'est une fibre longue, là, comme j'ai dit tout à l'heure, qui lui permet de résister naturellement à la torsion. Ce qui est simplement réalisé sous l'effet de la vapeur et de la chaleur, nécessité, par exemple, pour les chaises de bar de Tonnet, nécessitait une compression et une montée en température beaucoup plus importante, parce que le bois n'avait pas les caractéristiques mécaniques du châtaignier. Voilà. Ok. Donc, du coup, il y a moins de... Enfin, vous utilisez ces caractéristiques déjà là, en fait. C'est ça, c'est très rudimentaire comme système de fabrication. C'est du bon sens aussi, mais il s'avère qu'en plus, c'est... Parce que tu peux décrire la couleur aussi de ce bois? Alors le bois, quand je le coupe et que je le ramène de la forêt, il est vert. Et ensuite, avec le temps, quand il sèche, il arbore une couleur noire un petit peu foncée, on va dire. Et après, c'est renforcé par le passage dans l'étuve. Et le tanin donne cette couleur noire mat très profond là, qu'arbore l'écorce. C'est ça qui est sublime, c'est parce qu'en fait, on a l'impression que c'est peint, alors qu'en fait, c'est juste révéler naturellement la beauté de l'écorce. C'est ça. Ouais. Et alors, c'est une écorce qui est pas, comment on appelle ça? Elle est lisse. Elle est lisse, voilà. Elle n'est pas rugueuse, effectivement, parce que le bois est très jeune. L'écorce craquelée qu'on connaît pour les châtaigniers, elle apparaît à partir de 25-30 ans. Okay. Avant 25 ans, là, l'écorce, elle reste lisse et elle commence à se craqueler plus tard. Donc là, sur les jeunes brins, elle est complètement lisse. Donc là, les brins que tu coupes, ils ont quel âge à peu près? Ils ont 3 à 5 ans. D'accord. Et tu peux décrire le diamètre pour que les gens puissent se rendre compte à peu près? Alors, c'est des arbres que... Moi, j'utilise des bois qui ont un diamètre compris entre 1 et 5 cm pour tout ce qui est ouvrage d'intérieur. Pardon. Et après, pour tout ce qui est ouvrage d'extérieur, on passe sur des diamètres plus importants, 6-10 cm, pour qu'il y ait une meilleure durabilité aux intempéries, en extérieur. Ouais. Voilà. Okay. Donc, du coup, on a ce bois très foncé, très noir, et ensuite, tu l'assembles. Enfin, tu viens absolument pas. C'est-à-dire que même pour une table où là on a vu, on mettra du coup des photos, mais c'est uniquement enfin, tu mets côte à côte ces assemblages pour faire un plateau de table par exemple. Les tabourets c'est un peu pareil, mais parfois tu coupes en deux un brin, je sais pas. Voilà, j'utilise le bois rond ou demi-rond, fendu ou scié en fait, donc alternativement en fonction des projets. Rond surtout pour les parties de structure, tout ça. Après, pour les parties d'assises ou de confort, on utilise du demi-rond qui est fendu ou scié en fonction des ouvrages, quoi. Donc ça donne une partie plane en fait, et qui est donc qui révèle une couleur miel, la couleur du bois de châtaignier, qui est très clair, et une partie demi-ronde dessous ou dessus en fonction de comment on l'oriente, et qui elle est noire en fait, donc qui contraste, ça fait des grands contrastes de couleurs. Ouais, c'est ça, c'est que c'est très très beau. Donc c'est non seulement finalement une ébénisterie assez écologique parce que t'as pas beaucoup de pertes, t'as pas beaucoup de déchets. Enfin, contrairement à peut-être une pratique traditionnelle. Enfin, je sais pas comment on dit. Je veux pas faire de généralité, tu vois. Mais quels sont finalement les avantages aussi écologiques induits par le fait juste de pas écosser, de prendre cette fibre brute et puis de la travailler comme ça? Alors, moi, j'utilise le bois déjà sans aucune transformation. Le bois, il est juste tombé de la forêt, là, comme j'ai dit tout à l'heure. De ce bois, j'en récupère une grande partie grâce au fait de le redresser. Et effectivement, il y a très peu de chute. Il n'y a pas de transformation qui nécessite de l'électricité ou quoi que ce soit. Et le bois n'est pas traité d'aucune manière que ce soit. Il est juste utilisé brut, simplement, quoi. Mais alors, pour nous qui ne savons pas trop, mais donc, ça va enlever quoi? Ça va enlever le fait de scier, le fait de raboter, enfin, les copeaux et tout ce qui est... Ça enlève toutes les phases de préparation du bois, donc le sciage, le rabotage, et puis après les assemblages divers pour arriver à... Toi, il y a quand même quelques assemblages du coup pour... Parce qu'on a l'impression que ça s'emboîte en fait. Je fais des assemblages à tenons et mortaise ronds, là, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permettent de faire des constructions un peu plus complexes que juste des ronds collés les uns aux autres. Ou alors des fois j'utilise un peu de colle, de clous et de vis pour certains assemblages. Mais c'est les seules choses que j'ajoute, que j'utilise dans la réalisation de mes meubles. Non, mais c'est vraiment très beau. Et en plus du coup, c'est hyper local. Enfin,
Ça paraît rien de le dire, mais aujourd'hui où en fait il y a aussi cette crise un peu du bois, hein, je crois que c'est compliqué de pouvoir se fournir. Enfin, il y a beaucoup d'artisans qui ont des listes d'attente parce que voilà, on est beaucoup exporté aussi notre bois français à l'étranger. Donc bon, toi, du coup, cette notion de local, c'était quelque chose qui était important pour toi. Oui, moi je voulais vraiment m'ancrer dans le territoire et avoir une activité qui ait le moins d'impact sur mon territoire, si ce n'est un impact positif, pas laisser derrière moi des déchets et me saisir de rien sur mon territoire. L'intérêt de mon activité, c'est que je puise ma matière première autour de chez moi, à quelques dizaines de kilomètres là même. Et cette matière, elle est à la fois abondante et renouvelable en permanence, quoi, tout près de chez moi. Et alors du coup, c'était aussi, donc tu nous parlais tout à l'heure de ces savoir-faire séculaires. Comment est-ce que c'est tous ces gens qui sont feuillardiers, enfin tu vois, tout, voilà, réagissent quand tu vas les voir en leur disant bonjour, en fait, j'aimerais bien, alors j'ai jamais trop fait ça, mais j'aimerais bien que déjà, peut-être que vous m'ouvriez votre atelier, en tout cas venir faire des choses avec vous parce que j'aimerais bien apprendre à faire. Et ensuite, quand tu as eu l'idée de développer des projets, donc les emmener ailleurs, peut-être que l'esthétique ou les choses un peu traditionnelles, tu vois, qu'ils avaient l'habitude de faire jusqu'à présent. Alors, ça n'a pas été toujours évident, effectivement, de rentrer dans les ateliers et d'avoir les tours de main des uns et des autres. J'ai commencé à initier cette démarche en allant les rencontrer pour faire des bases de données audiovisuelles. J'ai fait des images, j'ai filmé les artisans et après, avec ces images, je suis rentré chez moi et j'ai peaufiner mes savoir-faire dans mon atelier pendant quelques temps en réalisant des ouvrages. Après, ça, c'était au début de mon activité. C'était de l'espionnage. Presque, voilà, de l'espionnage industriel, artisanal. Avec une méthode artisanale aussi d'espionnage. Mais après, avec le temps et les projets qui sont arrivés, les artisans ont été quand même un peu plus ouverts. Et voilà, et notamment, j'ai reçu l'accueil chaleureux de Roland Dijoux dans le Limousin qui m'ouvre son atelier régulièrement, avec qui je peux travailler et continuer à apprendre en permanence. Alors, qui est ce monsieur ? Alors, Roland Dijoux, c'est un des derniers fabricants de fauteuils dans le Limousin qui maîtrise encore ses savoir-faire. Donc, Limousin, c'est cette région dont on parlait en intro, là, qui est un peu comment elle s'appelle, cette chaise emblématique là C'est le fauteuil Limousin, qui est le berceau, voilà. C'est le berceau du fauteuil de Limousin. C'est là que les savoir-faire ont été créés et que le fauteuil a été fabriqué pendant de longues années. Aujourd'hui, c'est un petit peu en phase de déclin, on va dire. Je n'aime pas trop employer ce mot-là, mais bon, c'est quand même un peu le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de demandes quand même sur ce type de mobilier. Et puis, il y a aussi beaucoup moins de gens qui ont les savoir-faire et qui, du coup, continuent à le pratiquer. Donc Roland a donc accepté chaleureusement de m'accueillir pour faire ces projets qui ne pourraient pas naître sans son accompagnement technique et manuel, parce qu'il est encore là, il est avec moi tous les jours dans l'atelier quand je suis chez lui, et voilà, c'est important. Mais c'est ça, je trouve, qui est beau, c'est que finalement c'est cette intelligence un peu de la main et cette transmission du geste, etc., c'est un truc qui est sans fin, quoi. Parce que toi, tu formes à ton tour aussi aujourd'hui, mais tu continues aussi à être, entre guillemets, formé aussi parce que tu apprends toujours. Enfin, il y a certaines personnes qui pourraient voir ça comme un truc un peu pénible et long et oh là là, bah, je vais pas y aller, alors que ça semble au contraire être assez enthousiasmant, quoi. Ah, c'est super enrichissant. On fait à la fois... Alors, au contact des autres artisans, mais aussi au contact des designers, des décorateurs, en fait, on pousse les savoir-faire un peu plus loin et on apprend en permanence des choses on se remet en question, on essaye, on tâtonne, on trouve, on cherche, des fois on trouve pas, mais en général on y arrive quand même toujours un petit peu, surtout en s'accompagnant des bonnes personnes et des personnes compétentes et qui ont envie de partager, quoi. Et effectivement, c'est un métier de découverte permanent et d'échange et de partage qui nourrit énormément. Ouais. Et tu as l'impression de plus connaître le châtaignier aujourd'hui, ou tu as l'impression que toujours, quand même, il a des parts d'ombre que jamais, peut-être, des mystères que tu décèleras ou que, tu vois. Comment c'est ce rapport à la matière brute ? Alors, c'est pas infini, mais il y a tellement de choses à apprendre que j'en apprends encore tous les jours, et j'espère que je vais encore en apprendre longtemps. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cet apprentissage, il se fait à la fois de gens qui savent, mais aussi de gens qui savent pas, en fait. Et donc, comme ça, que ce soit dans les savoir-faire ou sur le matériau, au contact des gens, des uns et des autres, on découvre des choses parfois incroyables, quoi. Ouais. Tu veux dire que parfois des questions naïves
de gens ou quand il y a quelqu'un sur le projet qui dit, ou un designer qui dit, ah bah, il faudrait que ça ressemble à ça. Et alors, vous savez que vous l'envisagez même pas parce que techniquement, voilà. C'est de ce genre de situation-là? C'est ça, tout à fait. Okay. J'ai plusieurs exemples comme ça. Ah oui, vas-y, dis-nous un peu. Le premier designer avec qui j'ai fait une collaboration, il me demandait de faire un tabouret en cintrant des bois dans un sens, dans l'autre. Et je lui ai dit, non mais Julien, c'est pas possible, ça ne marchera pas, on ne pourra pas faire ça. Et en fait, donc, on l'a pas fait. Et en fait, a posteriori, en discutant avec d'autres personnes et en réfléchissant ou en faisant d'autres projets, en fait, je me suis aperçu que si à l'époque, je m'étais pas fermé à cette opportunité, on aurait sûrement trouvé une solution, quoi. Ah ouais. Et l'autre exemple, c'est un autre designer, un jeune qui rentre dans mon atelier à 19 ans là, et qui me dit, Arnaud, mais pourquoi tu travailles à l'envers ? Je dis, mais attends, Ulysse, ça fait 10 ans que je travaille là, je sais comment je travaille, t'as pas à me dire ça, etc. Le soir, je réfléchis quand même, je dis, il n'y a peut-être pas tort. Hein. Et finalement, effectivement, dans certains cas, la manière que j'avais de travailler était allait pas dans le bon sens, quoi. Et du coup, depuis, je travaille dans l'autre sens, dans bien des cas, et ça m'a bien facilité la vie. Donc effectivement, des découvertes, on en fait tous les jours, et voilà, faut laisser sa part de comment dire, de naïveté, de naïveté, ouais. D'oser poser des questions un peu qui peuvent paraître bêtes. Tout à fait, ouais. Ouais, ça faut vraiment qu'on garde ça. Est-ce que tu peux nous parler de peut-être ta rencontre avec François Champsor et les projets qui ont suivi et qui suivent encore aujourd'hui, qui vont sortir bientôt, hein? Ouais, alors, la rencontre avec François Champsor, c'était une rencontre comme beaucoup des rencontres que j'ai faites avec les artisans et les designers avec qui j'ai travaillé. C'est une rencontre humaine au départ qui nous a effectivement fait nous rencontrer sur notre idéologie et sur notre manière d'envisager le monde et notamment le monde de la décoration et du mobilier. Ces grands rapprochements humains là, qui nous ont amenés à travailler ensemble sur des collaborations. Au départ, un petit ouvrage que j'ai fait chez lui dans son jardin à Marseille. Et puis ensuite, on a fait la terrasse du restaurant du musée Carnavalet l'année dernière à Paris. Et cette année, la décoration de la boutique de la Villa Noailles. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les pièces, en tout cas de la terrasse du musée, alors que je crois malheureusement qu'ils sont plus vraiment, si on y va, on sera déçu à Paris parce que c'est plus tout à fait... ça a changé de propriétaire, je sais plus. Bon bref, mais on va peut-être les retrouver à notre endroit très bientôt. On va sûrement les retrouver ailleurs, effectivement. On en fera d'autres pour d'autres endroits. C'est effectivement le gérant du restaurant a quitté le restaurant, donc ce sera plus la même terrasse cette année. Les meubles de François sont très inspirés du mobilier, du fauteuil limousin, la chaise notamment. Donc on a fait, pour la terrasse du restaurant, on a fait 70 chaises, 40 tabourets et 40 tables. La chaise est donc faite d'une assise ronde avec des couvertes de demi-rondes châtaigniers qu'on appelle donc les feuillards. Et côté écorce. Côté écorce, voilà, que ce soit la partie noire sur le dessus. L'assise, elle aussi, est ronde et donc couverte par un feuillard rond, demi-rond du coup, mais en forme de rond. Et tout le dossier, la structure et les barreaux sont en bois rond avec l'écorce, qui tranche un petit peu avec le fauteuil limousin classique, qui était lui plutôt en bois clair écorcé. Ouais. Voilà. Et puis en plus, les photos qu'on peut voir sont très belles parce que donc le musée Carnavalet, pour celles et ceux qui veulent se visualiser un peu, on est quand même dans un bâtiment qui est en pierre en fait, on a très très minéral. Et du coup, je trouve que là, le bois vient faire écho et dialogue hyper bien avec cet endroit-là, quoi. Ouais, ça fait un petit côté campagne à Paris là, dans cet univers très très riche, c'est très beau. Ouais, et puis je trouve qu'il y a vraiment un côté qui est sophistiqué, mais dans la simplicité. Et donc c'est ça que j'adore vraiment dans ton travail. Et à la Villa Noailles, du coup, là, tu me montrais tout à l'heure les pieds d'une table, notamment très belle que vous avez faite. Donc à partir de la première collaboration qu'on a fait, donc chaises, tabourets et tables, les tables qui avaient été dessinées par Samy Rio d'ailleurs, du tabouret qu'on avait fait pour le musée Carnavalet, on a décliné, on a fait une petite banquette, 2 places, et un banc, 3 ou 4 places, et une table en bois rond, en rondin de 2,40 m de long, là, un grand plateau. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, donc n'imaginez pas une table lisse. On est sur une table
avec ces rondins, justement. Donc, c'est demi-rondin, côté écorce. C'est du rond, c'est c'est complètement rond. complètement Que des rond. ronds. Ah, ouais, Ouais, d'accord, ok. complètement rond, donc avec de l'écorce partout. Et donc, je sais plus combien exactement, mais sur 1 mètre de large, que des jeunes arbres à touche-touche, comme ça, Ouais. l'un contre les autres. Et ils font 3 cm à peu près de diamètre. C'est un peu comme des grands manches à balai, là, qui font 2,40 m. Et qui sont posés sur 2 tréteaux, qui sont inspirés un peu du tabouret aussi, du piétement des tabourets, qui sont en bois cintré. Et voilà, assemblés sur ces tréteaux. On mettra des photos, c'est vraiment... Il y avait aussi des étagères, aussi, une grande étagère de 3 mètres de long, je crois, posée sur des petites équerres en bois rond, cintrées aussi. En fait, je trouve que ce qui est très beau dans cette démarche-là, c'est de nous pousser à nous dire qu'en fait, cette esthétique, qui fait plutôt penser à une esthétique de mobilier extérieur, enfin, tu vois, de mobilier de jardin, rentre aujourd'hui dans nos intérieurs, et que c'est aussi un nouveau regard qu'on peut porter sur, sur la façon dont on va utiliser une table, etc. Parce que on a beaucoup d'idées reçues sur le fait que ce soit comme ça des ronds et qu'il y a tout qui se casse la gueule et qu'on puisse rien mettre, etc. Et en fait, j'imagine qu'à l'usage, c'est un peu bonne surprise et qu'on arrive quand même à pouvoir poser quelque chose et que ça tienne à peu près. Oui, c'est sûr que ça bouleverse un petit peu les codes habituels à la fois de l'esthétique et de l'usage. Mais effectivement, ça fait rentrer une esthétique d'extérieur, de forêt, de jardin dans les intérieurs contemporains, ce qui n'est pas anodin, effectivement, parce que voilà, ça renoue un petit peu avec cet aspect naturel qu'on a un peu oublié dans nos intérieurs d'aujourd'hui, là. Ouais. Oui, et puis en fait aussi, c'est la technicité, tu vois, et ton expertise, etc., qui fait que du coup, vu que tous les brins sont droits, c'est pas un truc à moitié branque-ballant, branquignol, où on est là se dire que tout va se... Parce qu'il y a aussi cette rigueur, finalement. Cette esthétique appelle une rigueur inédite, tu vois, dans ce genre de... Enfin, inédite, parce que avant, quand on avait un plateau qui est en bois, si tu veux, scié, on se pose pas la question parce que c'est droit, tu vois. Mais quand vous travaillez des esthétiques, et pareil, j'imagine, pour les assises, en rondin, etc., il y a une recherche quand même du confort pour qu'on soit quand même bien, en fait, sur ces... Donc ça, c'est un savoir-faire poussé à son excellence, à son paroxysme, quoi. Ça demande du savoir-faire, des compétences, effectivement, et puis un peu d'attention et de s'y attarder, oui. À la fois dans la réalisation, dans la maîtrise du geste, et en même temps dans l'attention qu'on porte pour que le résultat soit à la hauteur de ce qu'on attend, oui, c'est sûr. Après, ça reste quand même des savoir-faire qui sont rudimentaires et simples et abordables à tout un chacun. Mais effectivement, ça demande quand même du tri, du temps, de la rigueur et du regard un petit peu, oui. Et est-ce que ça, c'est des choses qu'on apprend ou que des jeunes là qui sont en école d'ébénisterie ou de menuiserie apprennent, tu vois? Alors, les savoir-faire que j'utilise moi aujourd'hui, à ma connaissance, ils ne sont pas du tout enseignés dans les écoles. Il y a des écoles de menuisier en siège, des écoles d'ébénisterie traditionnelles. Menuisier en siège, on n'avait pas trop... Enfin, je l'avais mentionné, mais... Alors le menuisier en siège, j'ai pas de définition très précise, mais c'est le menuisier qui s'occupe spécifiquement de la fabrication d'assises et notamment de sièges. Et effectivement, traditionnellement, c'est plutôt utilisé pour la fabrication de fauteuils traditionnels de style ou contemporain. Là, la manière que j'ai de travailler la menuiserie en siège est assez atypique, on va dire. Ça rentre pas dans les cases de la menuiserie en siège. Donc en fait, tu as appris pour déconstruire et te l'approprier ou alors tout de suite, tu as observé comment traditionnellement ils faisaient, tu l'as adapté tout de suite à ton besoin, à ce que toi tu voulais. En fait, le métier de chaisier est intimement lié au bois de châtaignier. Donc, j'ai pas eu tellement à déconstruire. J'ai déconstruit pas mal de choses, notamment de ma formation de bûcheron, pour faire ce que je fais là. Je pense que j'aurais eu pas mal à déconstruire si j'avais appris l'ébénisterie traditionnelle. Mais moi, finalement, j'ai appris directement sur le métier, quoi, avec le bois et avec ses caractéristiques, ses atouts et ses défauts, on va dire, qui finalement sont des forces, quoi. Voilà. Et donc j'ai pas eu tellement à déconstruire parce qu'en fait j'ai construit directement à partir de quelque chose qui effectivement n'est pas un matériau classique, quoi.
Ça, c'est peut-être aussi... c'est marrant parce que pas mal de personnes que je rencontre et qui aujourd'hui voilà, sortent des sentiers battus et pour lesquels on a une attention particulière à leur travail parce que, en tout cas, leur travail nous touche dans cette quête de sens un peu qu'on a aujourd'hui. C'est souvent des gens autodidactes ou des gens qui, jusqu'à présent, se disaient on est en perte de légitimité parce qu'on n'a pas fait comme tout le monde, etc. Et puis finalement, ça se révèle être une vraie force parce que du coup, ils sont pas pollués quelque part par un formatage ou pollués, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas ils sont pas et peut-être qu'aujourd'hui il faudrait qu'on ait été formés ou pas, que tous un peu on se pousse dans nos retranchements en disant attends, et si on faisait autrement, et si machin, et si je sais pas, peut-être qu'on a un peu tous besoin collectivement de ça, pas forcément évidemment dans les métiers de la main, mais peut-être aussi en fait tout le monde. Ouais, c'est sûr qu'il faut se laisser aller dans les voies qu'on a choisies et se donner les moyens d'aboutir dans ces projets. Et peut-être croire en soi plus que dans les schémas préconçus dans lesquels on veut nous faire aller. Après, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver effectivement quand même entre les deux. C'est-à-dire que je pense qu'un menuisier qui aura à apprendre mes savoir-faire apprendra plus vite que quelqu'un qui n'aura pas fait de menuiserie, et qu'un designer qui s'appropriera mes savoir-faire saura faire des choses plus jolies aussi et plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas de formation en design. Donc je pense qu'il faut arriver à trouver une bonne complémentarité. Souvent la meilleure complémentarité, elle vient justement à la croisée des chemins à la fois d'une bonne formation en création, une bonne formation manuelle, et puis en même temps un peu de courage pour se laisser la possibilité de vivre ses choix et ses objectifs, quoi. Et aujourd'hui, là, alors c'est pas du courage, mais en tout cas, c'est quand même des esthétiques qui, peut-être à un certain moment, dans tout ce qui est vraiment décoration, tu vois, d'intérieur, ou les architectes d'intérieur un peu stars aujourd'hui, comment est-ce qu'ils perçoivent ce genre de travail et avec qui, parce que tu travailles avec pas mal, avec certains d'entre eux, comment ça s'est créé un peu ces passerelles, ces liens entre toi et eux? Alors, soit ce sont eux qui sont venus me chercher en trouvant mes coordonnées sur mon site internet, soit c'est moi qui les ai contactés parce que j'ai vu qu'ils étaient intéressés par ce type de réalisation. Après, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit on apprécie mes savoir-faire, soit on l'apprécie pas, et soit ça rentre dans une esthétique, soit ça rentre pas. Les gens qui viennent vers moi, c'est souvent pour mettre un petit peu des petits ouvrages sur des projets plus globaux, et qui vont effectivement parfois trancher avec leur mode de fonctionnement habituel au travers de ces ouvrages-là. Ouais, donc c'est une entrée aussi, mais c'est comme si en fait ils avaient aussi envie d'éduquer à une nouvelle esthétique, et peut-être que ça peut pas venir en révolution, mais ça peut venir par point un peu d'acupuncture, où du coup on a sur certaines pièces manifestes un fauteuil, je sais pas, dans une entrée, une table, voilà. Est-ce que tu peux aussi, parce que alors c'est marrant, on s'était après rencontrés au fin fond de l'Aubrac parce que moi j'allais à un festival de photos et toi tu travaillais en fait avec Amaury Poudré. C'était en fait des installations sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ça? C'est ça, des assises et des voies de franchissement pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour permettre aux marcheurs de se reposer et de contempler le paysage. On a travaillé là sur un projet qui associe le bois de châtaignier et la pierre sèche dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'Oba Pro, avec notamment un artisan bâtisseur en pierre sèche. Amaury a organisé la rencontre de nos savoir-faire sur le châtaignier et sur la pierre sèche au travers de 5 ouvrages où sont reliés le bois et la pierre, notamment principalement des bancs. Ouais, c'est très beau. Et après, vous avez aussi travaillé sur des belvédères, je crois, pour contempler les étoiles. Bon, ça, c'est juste génial, merveilleux. Voilà, on a été consulté par le Parc national des Cévennes sur un projet avec de réunion de 3 parcs, le Parc national des Cévennes, le Parc national des Pyrénées et le Parc naturel régional du Quercy, pour réaliser des belvédères pour observer les étoiles dans chacun de ces 3 parcs. Donc les belvédères étaient aussi réalisés principalement en bois de châtaignier et en pierre, avec donc Amaury a
à réaliser tout le dessin des ouvrages. Il y avait plusieurs pôles. Il y avait le pôle d'accueil avec un totem qui présentait les différentes constellations sur une plaque phosphorescente avec un mât. Ensuite, il y avait une partie de transmission et d'observation avec des bancs et une petite terrasse qui permettait de poser une lunette ou de faire intervenir un conférencier sur le sujet des étoiles. Et il y avait une ligne qui fermait des cercles concentriques qui décrivait la course du soleil, l'écliptique. D'accord. Et à côté de ça, il y avait une sorte de terrasse en bois suspendue dans laquelle il y avait en creux un fauteuil pour s'allonger et regarder les étoiles. Ouais, génial. Donc on a reproduit ces belvédères dans chacun des parcs. Trop bien. Tu nous partageras des photos on peut se montrer tout ça. Plaisir. Parce qu'en fait, donc il y a ton travail à l'atelier. Et aujourd'hui, finalement, ce qui t'intéresse aussi, c'est comme créer des synergies, mettre en lien les artisans avec certains designers. En fait, comme piloter aussi un peu des projets créatifs, y prendre part et en même temps être connecteur, un lien un peu, c'est ça ? Ouais, moi j'aime beaucoup partager mes savoir-faire. Je dis souvent que j'aime bien mettre à disposition mes savoir-faire avec d'autres, et je trouve que cette expérience est très positive et très enrichissante, et du coup j'ai eu envie de la partager aussi, cette expérience, avec d'autres artisans, d'autres designers. Et du coup voilà, quand je peux, j'aime beaucoup mettre en relation les designers avec des artisans, et du coup sur ces projets là sur lesquels je travaille, notamment avec Amaury, ou sur les projets avec François Champsor, à chaque fois je fais intervenir des partenaires externes à mon entreprise, à l'atelier Chattersen, pour apporter des savoir-faire complémentaires ou des compétences, voilà, notamment pour les belvédères d'observation des étoiles. J'ai fait travailler l'entreprise Bois et Villa, qui est spécialiste de l'aménagement d'espaces naturels et qui a réalisé toute la fabrication et la pose de ces belvédères. On a aussi fait des bancs pour la ville de Vendôme, comme ça, en collaboration avec Bois et Villa. Et puis après, voilà, je travaille avec des feuillardiers. Oui, parce qu'en fait, tu aurais pu te dire, j'ai tous ces besoins, je grossis, voilà, je m'approprie, et puis après, je signe partout, Chattersen, enfin, tu vois, avec le nom de ton atelier, etc. Toi, t'es pas dans une démarche comme ça, t'es dans une démarche plutôt de collaboration, vraiment. Oui, j'aime bien. Comme on a dit tout à l'heure, j'apprends tous les jours là, et on apprend au contact des autres. On n'apprend pas en restant seul dans son atelier ou sur ses chantiers ou dans ses créations. Et donc faire intervenir des partenaires comme ça à géométrie variable en fonction des projets, ça permet à chaque fois d'avoir des nouvelles compétences à partager et à apprendre, quoi. Non, mais c'est vachement bien, parce que c'est aussi une démarche. Potentiellement, tu te mets parfois en danger, je sais pas, sur certains projets, parce qu'ils pourraient, tu vois, les personnes qui t'ont commandé des choses pourraient voir, ah ouais, mais il travaille bien lui, machin. Puis toi, t'es pas dans la peur de te dire, je vais. Voilà, c'est quand même une autre philosophie de confiance et de. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et c'est génial, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent pas comme ça, hein, vraiment. Eh ben, moi j'ai confiance. Alors, je ne sais pas si je peux dire que j'ai confiance en moi, mais j'ai confiance surtout dans les autres et dans leur accompagnement sur les projets. À partir du moment où, quand même, je les connais un petit peu et que j'ai pu, éprouver déjà une première collaboration. Si je sais que ça a fonctionné, ensuite, je saurai que ça passera bien. Et voilà, je choisis mes partenaires. Je vois bien les gens avec qui ça peut fonctionner, avec qui ça ne peut pas fonctionner. Et puis, voilà. Puis quand ça ne fonctionne pas, j'imagine que c'est arrivé. C'est aussi un apprentissage quand même, tu vois. Bien sûr, ouais, on apprend justement, on tire les conclusions, et puis on se dit, la prochaine fois, comment on doit faire pour éviter que ce genre de choses arrive, et comment on fait pour choisir les personnes convenablement, etc. Ouais. C'est sûr, on apprend aussi de ces erreurs. Oui, parce que c'est vrai que, tu vois, parfois les artisans ont aussi, quand ils arrivent sur un projet qui est un designer ou un artiste, pire, tu vois, ils se disent, oh là là, ça y est, ma créativité va être complètement mise tu vois, sur la touche. C'est pas du tout une généralité, mais il y a encore parfois des petites craintes là-dessus, alors que finalement, c'est rarement le cas. C'est surtout qu'on apprend tellement, même en faisant des erreurs, on apprend, hein, donc... quel que soit le moment, je pense que de toute façon, le partage et la création d'ouvrages en commun ne peut être qu'enrichissant, même si parfois ça ne fonctionne pas comme on voudrait, on a quand même appris quelque chose. Et vous signez comment, du coup ? C'est parce qu'il y avait cette mise en commun, ça veut dire création en commun, et ça veut dire collectif. Demain, c'est ça un peu que tu envisages ? Tu te dis peut-être que tu...
Alors pour l'instant, effectivement, tout ce qu'on fait, on le signe sous toutes les signatures. On cite chacun des intervenants et d'ailleurs, c'est ce qui fait notre richesse, parce que c'est comme ça qu'on a plusieurs compétences qu'on n'a pas tout seul, quoi. Après, effectivement, l'idée, notamment avec Amaury, c'est de créer une société commune avec d'autres partenaires, peut-être une coopérative, quelque chose qui nous permette de mieux mettre en valeur nos compétences respectives et de les faire valoir ensemble. Génial. Je crois que c'est important, effectivement, pour moi, s'il y a vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, c'est de créer du commun et de faire des choses à plusieurs. C'est une des meilleures voies d'aboutissement de notre société, je pense, si on recréer du lien entre les gens, faire en sorte que les gens réapprennent à vivre ensemble et à partager. Ouais, je lisais un article la dernière fois un peu là-dessus, je sais plus, dans un truc un peu philosophique, mais qui disait que ça, c'était une voie de réalisation de soi, tu vois. Et je crois que c'est vraiment vrai. Ouais. Tout à fait, parce qu'en fait, tout ce qu'on va... notre richesse intérieure, si on la partage pas, elle sert à rien, en fait. Elle prend son ampleur à partir du moment où on la met à la disposition de quelqu'un ou de quelque chose, d'un projet. Ouais, et puis aussi, c'est, tu vois, la même manière que la nature et fortiori la forêt, etc., est diverse. Enfin, tu vois, cette biodiversité qui fait que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de déchets, que tout le monde est là. En fait, c'est un peu pareil aussi pour nous, tu vois. C'est-à-dire que le collectif, c'est aussi une manière d'exprimer les singularités, quoi. C'est pas faire tout le monde la même chose. C'est des creusets pour accueillir des singularités qui nourrissent et qui vont agréger d'autres singularités, etc., quoi. Donc, c'est la diversité dans les singularités, quoi. Je sais pas comment dire, mais... Tout à fait, c'est ça, ouais. Alors, tu sais, Arnaud, dans ce podcast, j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du beau. Tu vois, qu'est-ce que c'est pour toi, le beau ? Justement, on en parlait juste avant. Pour moi, le beau, il est dans le partage et dans l'échange, dans la création de commun et dans le métissage des singularités, justement. C'est vraiment le cœur. Pour moi, on est au cœur du beau, là. Parce que c'est de là que sortiront les plus belles choses, je crois. Ouais, et puis c'est de là, peut-être, comme vous êtes divers et que vous travaillez sur un projet commun, il y a un espèce de vide qui se crée, plus que si c'était toi qui, tout de suite, tout seul, avec ta façon de faire... vu qu'en gros, il y a la concertation, etc., il y a un vide à un moment donné. Il y a un peu et c'est souvent dans le vide qu'il y a des choses qui surgissent, et parfois l'improbable, et parfois des choses un peu inattendues. Donc, est-ce que tu as un message, tu vois, à faire passer ? Alors, soit un peu aux artisans, designers, makers, aujourd'hui aussi, les frontières sont de plus en plus poreuses, et tant mieux. Et peut-être aussi, je sais pas, aux gens qui sont plutôt dans des voies métiers d'art, tu vois. Je vais reparler de ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire que pour moi, le beau, il est dans le métissage, donc avoir une activité qui soit unique et singulière, elle ne peut que passer par le partage avec d'autres et le partage de compétences. Et donc, on ne peut pas imaginer, pour moi, je n'imagine pas une activité aujourd'hui qui soit pas à mi-chemin entre l'artisanat et le design, et qui soit pas en plus nourrie de la singularité de chacun, quoi. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là, ce serait de garder une curiosité sur les savoir-faire des autres, essayer de se les approprier, et tout en nourrissant sa voix personnelle, quoi. Et toi, du coup, ici, parce que comme tous ces savoir-faire sont assez inédits et pas vraiment enseignés, est-ce que tu accueilles, est-ce qu'il y a des résidences, est-ce que tu fais aussi de la formation, comment est-ce que tu transmets aussi, alors avec d'autres, peut-être aussi dans le collectif, ça sera, je sais pas si ça fait partie d'une branche de vos futurs projets, de former un peu à cette ébénisterie sauvage, je sais pas comment on peut la nommer. Alors oui, moi j'aimerais beaucoup, j'ai commencé effectivement la formation, je prends des stagiaires régulièrement et je forme aussi des menuisiers à mes savoir-faire spécifiquement pour que les savoir-faire perdurent, et puis parce que j'espère bien pouvoir transmettre mon activité pour qu'elle puisse durer encore longtemps, que ces savoir-faire puissent vivre encore longtemps et éternellement autant que possible. J'ai le sentiment d'avoir quelque chose en main qui m'a été transmis de quelqu'un qui l'a lui-même reçu de quelque part, et d'avoir une sorte de pas de mission, mais d'obligation à repasser ça à quelqu'un d'autre pour que ça puisse durer dans le temps. Et je pense que c'est ça la richesse des métiers d'art, justement, c'est de s'inscrire dans une histoire longue qui vient de loin et qui, j'espère, ira encore loin.
Et c'est justement notre époque qui nous offre ça aussi, parce que c'est pas toujours été comme ça. Il y a eu un moment où les métiers d'art n'ont pas eu tellement le vent en poupe. Et aujourd'hui, là, je pense que on est dans une belle époque pour les métiers d'art. Et donc voilà, je transmets aussi à des... Ouais. Alors, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu penses là de l'époque qu'on est en train de vivre? Je pense qu'on vit dans une belle époque, c'est-à-dire à la fois dangereuse, risquée, je sais pas comment dire, plutôt risquée que dangereuse, qui effectivement, c'est une période de charnière aussi. Il y a plein de choses qu'on a apprises et qui vont nous apporter des réponses pour demain. Je suis plutôt optimiste, je suis quelqu'un de naturellement optimiste et je pense qu'on va trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Et je pense qu'on a justement une grande chance aujourd'hui de pouvoir se saisir de ces problématiques pour y trouver des réponses. Et je pense que les jeunes qui arrivent sont tout à fait armés pour répondre à ces problématiques et au monde qui s'ouvre devant nous. Là. Ouais, je crois aussi que c'est assez... Enfin, je partage ton optimisme, même si parfois on a l'impression qu'il y a un peu un désert à traverser, enfin une montagne en tout cas devant nous, mais voilà. Et puis, c'est surtout que plus on comprend les choses et plus on voit que c'est complexe et en même temps que tout est lié, bizarrement, tu vois. Donc peut-être que ce qui se passe avec la nature et la manière dont aujourd'hui la vie est menacée pour certaines espèces, etc. Quand on voit certaines études qui montrent que avec des programmes de sauvegarde, de manière un peu inédite, improbable, la nature a une espèce de résilience beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. Ça, c'est ce genre de signes qui sont plutôt enthousiasmants. Et puis, des gens déterminés vraiment à vouloir sortir des sentiers battus et créer des choses. Et puis, tu vois, là, tout à l'heure, tu parlais de colle rapidement dans la manière dont on peut assembler les choses et aussi dans la création de matériaux. C'est-à-dire que demain, on aura sûrement, je crois que Samy Rio d'ailleurs travaille sur une colle hyper écologique. Plein de gens développent des produits sans ces produits toxiques, formaldéhyde, etc. Parce que le mobilier, c'est aussi qui est chez nous. Et donc, c'est bien de vouloir faire rentrer la forêt à l'intérieur de chez nous par une esthétique, mais il faut aussi qu'en fait, et donc toi, avec toute cette pratique, tu le prouves, qu'il n'y ait pas 150 000 résines, 150 000 colles et trucs qui fassent que, en fait, finalement, il y a ces coves, tu vois, ces fameux particules-là qui se dégagent, qui viennent un peu flinguer le truc, tu vois, parce que c'est pas anodin, en fait, de mettre au monde des objets. Alors effectivement, c'est pas anodin. Après, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que je me suis efforcé d'avoir une activité qui soit la plus intègre possible. Mais j'ai été obligé de faire quelques concessions et je pense que les concessions sont nécessaires dans un certain sens. Et je pense que si aujourd'hui on se pose la question de ces concessions ou pas, de les faire ou pas, c'est juste parce qu'on est allé trop loin. Mais qu'en fait, si on reste mesuré dans nos actes et dans nos propos et dans nos manières de faire, on peut très bien vivre avec un petit peu. Un petit peu, voilà, mais pas trop. Ouais. Bon, merci beaucoup Arnaud. Merci Hélène.